Salut, salut! Dans cette vidéo, je vais vous parler de Living Energies, qui est un livre de Callum Coates. Callum Coates, qui est un petit peu le spécialiste des travaux de Victor Schauberger. C'est vraiment un expert dans tous ces travaux-là. Et il a pu rencontrer en fait le fils de Victor, qui s'appelle Walter, et il a travaillé avec lui. Alors, Callum Coates, il est architecte. Il a passé 23 ans à traduire, rassembler et éditer les livres, articles et lettres de Victor Schauberger. Il est aussi le traducteur et éditeur d'Ecotechnology, une série de livres en 4 volumes qui regroupe tous les travaux de Victor Schauberger, également publiés chez Gill Books. Alors, on a The Water Wizard, Nature as Teacher, The Fertile Earth et The Energy Evolution. Alors apparemment il est résident australien d'après ce que j'ai vu. Et il est aussi l'un des fondateurs de The Institute of Ecological Technology, formé en Suède à la fin des années 70. Il y a un site, je vous le mets en description, iet-community.org. Bon, il y a aussi une vidéo sur YouTube du Callum, vous pourrez voir sa tête comme ça. Voilà, je vous la mets. Alors, qui est ce Victor Schauberger? Si vous êtes intéressé à l'eau, vous connaissez certainement son nom. Alors, il est né en 1885 et il est mort en 1958. C'était un garde forestier, naturaliste, philosophe et inventeur autrichien. Alors en 1934, il a rencontré Hitler et ils ont eu une discussion sur les principes fondamentaux de l'agriculture, la foresterie et l'ingénierie de l'eau, mais il a refusé de travailler pour le Reich. Parmi ses inventions, citons les canaux de flottage du bois, le Repulsine qui est un système de propulsion, il y a aussi un appareil de purification d'eau, un truc pour transformer l'eau de mer en eau douce. Il y a le climator aussi, une machine qui peut générer du froid ou du chaud. Il a fait beaucoup de recherches sur l'implosion. Il y a également ces fameuses soucoupes volantes. On a aussi une machine pour produire de l'électricité gratuitement. Ah bah c'est bien ça, vu les factures d'électricité en ce moment. Et un truc pour extraire de l'énergie électrique directement à partir de l'eau, etc., etc. Donc son motto c'était observer et copier la nature. Donc étant garde forestier, il a beaucoup observé la nature, les promenades en forêt, observation, tout ça, tout ça. Bon bah il a eu des inventions confisquées, il a été abusé, moqué, trompé. La fin de sa vie, c'est un véritable fiasco. Lisez sa biographie un petit peu si vous le souhaitez. Alors, il a écrit des essais sur ses découvertes et ses inventions. Hein. Et donc, le Callum Coates, il a récupéré et compilé tout ça. Voilà. Alors, il y a un site, le site de l'organisation PKS, qui veut dire Pythagoras Kepler System. Donc, c'est les Schauberger qui gèrent ça encore. Alors je ne sais plus si c'est Victor qui a créé ça, mais en tout cas sa descendance, voilà, c'est eux qui gèrent ça. Alors le livre, bon bah c'est en anglais, hein, comme le titre l'indique. Il n'est pas traduit en français, du moins je n'en ai pas connaissance. Il est génial, génial, il aborde plein de thèmes, je l'ai adoré. Mais parfois un petit peu trop technique, j'avoue, ça rentre beaucoup dans les détails, donc faut s'accrocher. Hein. Moi j'avais le cerveau en pleine ébullition. Hein. Quand j'ai lu ça, je vous préviens tout de suite, on apprend beaucoup de choses. J'avais quand même mon petit dico anglais à côté parce que ouais, des fois ça va des mots assez techniques, assez spécifiques, donc faut s'accrocher. Alors en plus, regardez le truc. Voilà, c'est écrit petit et c'est sur 2 colonnes, tu vois le truc. Donc c'est sûr que ta page, tu la lis pas en 30 secondes comme ça, vite fait, bien fait. Non, non, non. Voilà. Donc c'est balèze à lire. Bon, il y a des illustrations, tout ça. Je vous les ai scannés, comme ça vous les verrez bien. Puis il y a des notes à chaque fois en fin de chapitre. Donc tu vois, il y a des pages. Bon, bah voilà, tu te tapes des trucs comme ça à lire. Ouh, on s'accroche. Alors, les thèmes abordés. L'énergie, l'eau, eau de source, eau de mer. Je vais parler de l'eau de Quinton aussi. Hein.
Bon. La conservation de l'eau, on va en parler aussi. La triboluminescence, alors ça, je ne savais pas ce que c'était, je vais vous expliquer. On parle des gradients de température, des rivières, des arbres, de l'électromagnétisme, du mot spire, de l'agriculture, des outils de jardinage, la fertilité du sol, l'énergie libre, etc., etc. Bon, je ne vais pas passer à travers la biographie de Victor, ils en parlent un petit peu au début, mais voilà, comme je vous dis, il a été beaucoup moqué, et puis la fin de sa vie, bon, bah, on a voulu le piéger tout simplement, avec un voyage aux États-Unis. Allez voir, il y a sûrement des trucs sur Internet là-dessus. Je vais vous mettre une petite citation de Victor, parce qu'il y a beaucoup de citations dans ce livre-là, du coup, hein. Vous imaginez bien. La science d'aujourd'hui pense trop de manière primitive. En fait, on pourrait dire que sa pensée se situe une octave trop basse. Elle ne s'est pas encore aventurée assez loin vers le domaine de l'énergie et son attitude reste purement matérialiste. Et blanc dans les dents. Je vais me boire un petit coup de thé pour fêter ça. Allez. Alors, il s'est posé pas mal de questions. Il y a une liste de questions pour la science que Victor avait écrite. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes. Pourquoi fait-il si froid en haut d'une montagne alors qu'on est plus près du soleil? Le soleil qui est à 150 millions de kilomètres, ouais, on y croit tous. Pourquoi une remontée d'eau froide peut-elle transpercer la roche la plus dure? Pourquoi est-ce que l'eau pulse et respire? Pourquoi la composition du sel dans l'eau de mer varie-t-elle? Est-ce que le cœur bat parce que nous respirons ou est-ce que nous respirons parce que le cœur bat? Bonne question à 10 000 $. Ou 10 000 euros, selon. Alors ouais, il mentionne les lunettes de soleil aussi au début. Alors attention, les lunettes de soleil, c'est comme l'alcool, c'est avec modération. Hein, il ne faut pas les mettre toute la journée là. Non, 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 non. C'est pas bon parce qu'en fait, votre œil, il a quand même besoin des rayonnements du soleil et tout. C'est bon pour la santé, c'est bon pour votre œil et tout ça. Et alors moi, je me pose la question, lunettes, est-ce que ce sont des petites lunes? Maison, maisonnette, lune, lunette. Alors du coup les lunettes de soleil, ça serait des petites lunes de soleil. Et alors la lune, est-ce que c'est une grosse lunette? Est-ce que ce serait quelque chose à travers lequel on verrait les choses différemment? Ça modifie un peu notre vue, tu vois. Je ne sais toujours pas ce qu'est la lune. Bon. Allez, l'énergie. Alors, il parle dès le début de l'énergie. Alors, on nous dit que ça c'est Victor qui a dit ça, chaque goutte d'une bonne eau de source contient plus d'énergie que ce qu'une centrale électrique de taille moyenne est actuellement capable de produire. Et bim. Alors, on nous dit qu'un gramme de matière contient environ 25 millions de kilowattheures. Ça, c'est calculé à partir de l'équation E égale mc2. Et en fait, après, il fait les conversions en kilowattheures. Alors, qu'est-ce que l'énergie? Alors, Calum, il nous dit que tout physicien honnête devrait répondre « je ne sais pas ». Voilà. On peut juste dire qu'on connaît les façons par lesquelles l'énergie se manifeste. On est au courant de certaines formes d'énergie, mais elles sont trop subtiles et ne peuvent être détectées même par les instruments scientifiques les plus sophistiqués. Est-ce que ce que le scientifique appelle énergie ne serait finalement pas essentiellement la même chose que ce que le prêtre appelle esprit? Alors, esprit en anglais, c'est spirit. Spirit. Donc, on va revenir sur ce mot spire. Je vais vous mettre les images, alors, que je sache un peu ce que je vous mets. Alors oui, voilà. Vous voyez là, c'est on voit la forme, donc en spirale, on a le primal energy flow, donc le flux d'énergie primaire. Et autour, vous avez le secondary physical form, ça c'est la forme que ça crée.
Alors on nous dit que l'énergie crée la forme du chemin qu'elle souhaite emprunter et le long duquel elle peut se déplacer avec le moins de résistance possible. Tandis que l'énergie se déplace le long du chemin souhaité, elle dessine la matière sur son passage. Une rivière fait exactement la même chose, les capillaires dans nos corps aussi. Le sang est la manifestation externe d'un chemin d'énergie. Ce qu'on voit, c'est le sang, mais on ne voit pas l'énergie qu'il fait circuler. Alors, comment est-ce que l'énergie bouge? Comme je vous disais, elle semble tout le temps avoir un mouvement en forme de spirale, aussi bien au niveau macroscopique qu'au niveau microcosmique. Macrocosmique qu'au niveau microcosmique. Alors là, on a les exemples de coquillages, les cornes d'animaux et tout ça. Hein. Donc, je vous mets les petites images. Vous voyez, il y a plein d'exemples. Dans la nature, on peut observer. Bon, on a le nombre d'or et tout ça. Hein. Ça, j'en ai déjà parlé aussi. Alors ensuite, donc je vous disais le mot spirale. Le mot spirale, le mot spire. Comme nous dit le livre, on expire et on inspire hein, quand on respire. Puis quand on est inspiré, on se sent attiré vers des idéaux plus hauts. Notre esprit, spirit en anglais, s'élève et on est aspiré vers le haut. Alors j'ai noté qu'il y a aussi le mot transpiration. Bon, il y a les spiritueux, Spirou et Fantasio. Voilà, ça c'est pour le fun. Alors je vous lis un petit passage que j'ai traduit. Avec la respiration, l'équilibre d'ionisation du corps qui fluctue selon le moment de la journée est ajusté par l'ionisation proportionnelle de l'air aspiré à travers nos narines qui, en vertu des directions opposées de rotation, est ionisé négativement par la narine gauche et positivement par la narine droite. Par conséquent, l'éternuement pourrait être un processus de compensation à travers lequel des hautes charges opposées résultant d'une surionisation sont remises à zéro. Il est intéressant de noter que le mot allemand pour la colonne vertébrale, la structure fondamentale soutenant le corps humain, est Wirbelsäule, qui, traduit en anglais, signifie colonne spirale. De la même manière, chaque vertèbre évoque un tourbillon ou un vortex. Les Allemands ont depuis longtemps une vision toute différente de la structure centrale de nos corps. Tandis qu'on la voit comme une structure rigide et physique, eux la voient plus comme un chemin d'énergie. Alors il y a une référence aux serpents, aux deux serpents qui demeurent à la base de la colonne et dont la montée énergise et spiritualise les différents chakras qui sont des vortex éthériques situés plus haut. Donc il parle du caducée, hein, le fameux attribut du dieu Hermès, le messager des dieux en fait. Donc on retrouve ce symbole-là, vous savez, dans les trucs des médecins, les pharmacies et tout ça. Il y a aussi sur les côtés de la tribune de l'Assemblée nationale, vous verrez, si vous regardez des vidéos de l'Assemblée ou des photos, moi j'ai déjà vu le truc là, c'est sur le côté, en fait tu le vois très bien. Donc selon le docteur Tilman Schauberger, qui est un des petits-fils de Victor, la forme du mouvement créateur, donc ce mouvement créateur en fait il est ouvert avec un but structuré, concentré, s'intensifiant, dynamique, rythmique, cyclique, sinueux, pulsant et centripète. Et donc l'auteur ajoute que tout mouvement dynamique naturel comprend un ou plusieurs de ces types, orbital, rotationnel, toroïdal et circulatoire. Donc là je vous montre le petit schéma qui est mis dans le livre pour illustrer. Donc vous voyez le mouvement orbital, rotationnel, circulatoire. Et vous voyez en dessous, j'ai écrit au crayon de papier pomme. Ça fait un peu comme une pomme, quoi, le mouvement. Bon, alors les trucs rotationnels avec la terre, inclinée, machin, bon, vous savez ce que j'en pense, hein, avec l'angle complémentaire qui fait 66,6 degrés. Bon, moi j'y crois pas une seconde. Mais bon, apparemment, bon, l'auteur, il vit sur la terre boule des francs-macs. Bon, chacun a son truc, hein, de toute façon. Alors,
Selon Victor, tout ce qui est naturel est silencieux, simple et pas cher. Et par exemple, il oppose le silence de la forêt au bruit des tronçonneuses de l'être humain qui coupe les arbres. Ouais. Alors, ensuite on parle de la force. On nous dit que la force, c'est l'application d'énergie pour réaliser un travail. Donc on a l'équation, si vous vous souvenez bien de vos cours de physique, F égale ma, avec, bon, F c'est l'intensité de la force, M la masse, A l'accélération. Mais attention, nous dit Callum Coates, il faut distinguer deux types d'accélération. Il y en a une qui mène à la destruction et l'autre à la création. Donc d'un côté, on a une accélération centrifuge de l'axial vers le radial. Donc celle-ci, elle est destructive. Je vous mets le petit schéma. Et on a l'autre accélération qui est quand même plus sympa. C'est l'accélération centripète que vous voyez sur la droite, du radial vers l'axial. Voilà, vous voyez les petits schémas que j'ai scannés. J'ai passé ma matinée à scanner l'autre jour. Bon, alors pour revenir à l'équation du Einstein, E égale mc2, bah, cette équation-là, elle est faussée. Car en fait, la lumière, elle a une vitesse non constante. Bon, alors est-ce que la lumière a une vitesse déjà... Ça, hein, pareil, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Hein. Alors on nous dit que sa vitesse à la lumière, donc elle dépend du rayon lié à la fréquence du chemin spiral. Alors plus le rayon de rotation est petit, plus la vélocité et l'énergie intrinsèque de la radiation, donc de la lumière, elle est grande, et vice-versa. Vous avez compris, plus le rayon est petit, plus la vitesse de la lumière est grande. Voilà, en gros c'est ça. Donc l'énergie est non finie, et la loi de conservation de l'énergie, elle est erronée. Tu peux la mettre à la poubelle. Bon, alors on en vient à l'eau. Qu'est-ce qui différencie l'eau des autres liquides? Alors on a un point d'anomalie, ou point d'expansion anormale. On peut appeler ça aussi comme ça. Alors le volume de l'eau, il ne diminue pas continuellement en augmentant le froid. Le point d'inversion est atteint lorsque l'eau atteint sa plus forte densité et sa plus grande énergie. Vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, à la température de 4 degrés Celsius. C'est là qu'elle est la plus dense. En dessous de laquelle elle se cristallise finalement en glace à 0 degré. L'autre facteur important est la nature diélectrique de l'eau. Alors, petite définition de diélectrique pour rappel. Ça veut dire qu'il ne conduit pas ou peu l'électricité, mais laisse s'exercer les forces électrostatiques. Alors là, on nous dit dans le livre que 1 mm3 de l'eau la plus pure à température ambiante, par exemple, eh bien, elle a une résistance électrique égale à celle d'un câble en cuivre de 1 mm2 long de 15 millions de kilomètres. C'est pas beau ça? C'est trop cool, hein? Alors, fluctuation de température dans l'atmosphère. Ah oui, alors ça c'était génial aussi. J'étais pas au courant de ce truc-là. Il faut le savoir quand même que la température, au fur et à mesure que tu montes en altitude, eh bien, elle varie. Donc vous voyez cette courbe. Donc c'est la section de l'atmosphère de la Terre montrant les fluctuations de température. Hein, vous voyez, c'est en anglais, mais vous comprenez quand même que vous avez l'altitude hein, sur la gauche, la colonne de gauche là, et vous avez la température qui est inscrite. Voilà, donc ça fluctue. Voilà, on ne peut pas dire que ça monte, ça descend, vous voyez, il y a une courbe. Bon. Alors, on a plusieurs formes aussi de température. Il va falloir qu'on redéfinisse un peu tout ça, ces termes de température. Hein. Alors, par exemple, dans le livre, il nous dit « Durant le jour, il fait plus chaud à mesure qu'on descend vers le fond d'une vallée.
tandis qu'il fait graduellement plus froid quand on monte en altitude. Mais alors pendant la nuit, le processus s'inverse et apparemment c'est plus marqué en hiver. Quand on descend, l'air devient plus froid et plus dense, tandis que quand on monte, l'air devient plus chaud. Et ouais, et la science n'a pas encore bien étudié ces deux aspects. Alors moi j'étais scotché là, je savais pas ça, tu vois. On en arrive à la triboluminescence. Ça c'est un mot que je connaissais pas. Alors, la définition de ça, c'est la propriété de certains corps cristallins qui deviennent lumineux par frottement, écrasement ou rupture. Donc là, je vous ai traduit encore un petit passage. Selon Stefan Ries, R-I-E-2-S, sous certaines conditions, l'oxygène et l'hydrogène gazeux présents dans certains types de roches peuvent être libérés grâce aux effets de la chaleur géothermique et un processus semblable à la triboluminescence, un phénomène concernant la lumière dégagée par des roches cristallines sous l'effet de friction ou de pression violente. Cette lueur est attribuée à l'énergie dégagée par les électrons contenus dans la roche quand ils passent d'un état de pression induite, un état excité, à leur état de repos. Bon, j'ai traduit état de repos, ça disait rest orbit, donc orbite de repos, enfin, voilà. En tant que décharge, cela donne de l'énergie gratuite au matériel ambiant qui pourrait être suffisante pour permettre à l'hydrogène et l'oxygène libérés par la pression de former de l'eau selon un processus d'oxydation froide. Ries a appelé ceci de l'eau vierge. Vous vous rendez compte? C'est un truc de fou, hein? Ça peut former de l'eau. Voilà, alors ça m'a marqué dans le livre La triboluminescence. À creuser. Encore une fois. Alors, on en vient aux qualités de l'eau. Il compare les différentes eaux et il te dit laquelle tu peux boire, laquelle est meilleure, etc. etc. Alors, l'eau distillée, elle est dangereuse à boire, mais elle peut être utilisée pour une thérapie à court terme. N'allez pas boire de l'eau distillée sur plusieurs jours et tout ça. Non. Alors, l'eau de pluie. Elle n'est pas bonne à boire à long terme non plus. L'eau de surface n'est pas de très bonne qualité. L'eau souterraine est meilleure. Et ce qui est meilleur, bien évidemment, c'est la véritable eau de source. Mais de meilleure qualité possible si elle n'est pas polluée, évidemment. Mais ils ne parlent pas de l'eau de mer dans le livre. Ils ont oublié l'eau de mer. Donc là, je vais faire un petit aparté sur l'eau de mer. Parce que j'ai visionné un documentaire qui s'appelle Eau de mer, mystère et guérison sur Odyssée. Alors c'est sur la chaîne La Vérité Partagée, qui est une chaîne que j'aime bien. J'y vais de temps en temps voir, il y a des bons trucs, allez-y, c'est intéressant. Et puis il y a aussi un PDF sur René Quinton et le plasma marin. Je vous mets ça dans les descriptions. Donc René Quinton, c'était un mec qui a découvert tout d'abord que l'eau de mer possède la même composition chimique que notre plasma sanguin, si ce n'est qu'elle est plus concentrée en sel. Donc ce mec s'est vachement intéressé de près au milieu marin et tout ça, et comment la prise d'eau de mer peut être bénéfique à la santé humaine. Donc, je vous lis quelques trucs de l'article. Voilà, la concentration en minéraux est identique. Donc il a appelé ça le plasma marin. L'eau de Quinton est aussi appelée plasma marin pour évoquer la similitude avec le plasma sanguin. Donc l'eau qu'on a dans le corps, elle a la même composition que l'eau de mer. C'est pas un hasard si la mer et la mer avec un E, ce sont des homonymes. Alors il avait fait des expériences avec des globules blancs qui étaient maintenus vivants, nanana, nanana. L'eau de Quinton est composée d'eau marine riche en minéraux, aluminium, argent, brome, césium, calcium, cuivre, iode, lithium, magnésium, manganèse, potassium, silicium, sodium, zinc, etc. On la prélève par temps calme au large des côtes à environ 30 mètres de profondeur au centre de ce qu'on appelle des vortex planctoniques.
Donc maintenant, vous savez pourquoi, hein, on la prend en profondeur, parce que l'eau qui est en profondeur, elle n'a pas la même composition que l'eau de surface. CF, la vidéo sur le 4e état de l'eau de Gérald Pollack. Donc voilà, cette eau de Quinton, elle peut guérir. Allez voir le documentaire, s'il vous plaît, il dure 1h14, il est génial. Et en fait, il y a de nombreux patients qui guérissent grâce à un traitement à l'eau de mer, le plus souvent sous forme isotonique, c'est-à-dire coupée à de l'eau de source. Bah oui, parce que l'eau de mer, elle est vraiment très salée, donc on la coupe avec de l'eau de source, comme ça elle est un peu moins salée, et puis tu bois ça, ou si tu as mal aux pieds ou quoi, tu as un problème, tu fais baigner ton pied dans l'eau de mer, c'est bon aussi. Et notamment au Nicaragua, c'est là-bas un pays où ils guérissent beaucoup et c'est très répandu, les médecins, ils connaissent tout ça et tout. Apparemment, c'est hyper répandu, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà. Donc, alors, moi j'en ai. Voilà, Quinton isotonique. C'est sous forme d'ampoule, donc je bois ça, je me fais une cure d'eau de mer. Voilà. Et il y a plein de bienfaits. Alors, ça nous aide à améliorer notre métabolisme, à renforcer notre système immunitaire. Elle est également un puissant reminéralisant. Elle permet de stimuler la circulation sanguine, réduisant ainsi la sensation de jambes lourdes, de stimuler le sentiment de bien-être et de vitalité, de faciliter la digestion, de lutter contre la fatigue chronique, les troubles de l'humeur ou encore les troubles de la sexualité. Nanani, nanana. On conserve ça à l'abri de la lumière et à température ambiante, 4 degrés minimum. Encore les 4 degrés. Hein. Et l'eau, ouais, il faut la conserver dans un endroit sombre et frais, s'il vous plaît. Voilà, bon, je vous mets l'article en lien, je vous mets le documentaire, comme ça vous pourrez aller voir. Bah, c'est vrai que tes larmes, ta sueur, tout ça, bah, c'est de l'eau salée. Hein. Donc dans notre corps, en fait, c'est ça, on a de l'eau salée. Et puis j'ai lu récemment, tiens, Cloner le Christ, point d'interrogation, de Didier Van Covelaert, je ne sais pas comment on prononce son nom. Et à un moment, il parle d'une grenouille qui avait une patte amputée, et on lui a fait des applications répétées de chlorure de sodium, et la grenouille va se mettre à régénérer des tissus et reconstituer une patte. Bah ouais, puis quand vous allez à l'hôpital par exemple, on vous met sous perfusion, eh bien vous voyez bien sur la poche de perfusion, on vous injecte de l'eau salée, hein, c'est écrit en noir sur blanc NaCl, chlorure de sodium. Donc on vous met de l'eau salée. Quand vous avez des problèmes aux yeux, tu sais, les gouttes pour les yeux, c'est de l'eau salée aussi. Bon, voilà. J'ai fini mon petit aparté sur l'eau salée et le plasma de René Quinton, le plasma marin qui guérit. Alors je vais vous parler maintenant du gradient de température. Ça c'est un truc important à comprendre. Si vous allez visionner la vidéo de Callum Coates sur YouTube, il en parle à un moment. Bon, il faut comprendre l'anglais, par contre, le gars il parle en anglais. Alors, le facteur le plus crucial affectant la santé et l'énergie de l'eau est la température. Et ça, Victor, il en était très bien conscient. Alors, on a deux types de gradients de température. On a le gradient de température positif. Alors là, dans ce cas-là, c'est quand on a une température plus élevée que 4 degrés et la température elle diminue. Ou on a une température en dessous de 4 degrés et elle augmente jusqu'aux 4 degrés. Donc ça c'est un gradient positif. Et à côté de ça on a le gradient de température négatif. C'est quand on est à 4 degrés et la température elle s'éloigne des 4 degrés. Soit elle augmente, soit elle diminue. Voilà. Vous voyez que ces 4 degrés sont très importants. Alors les deux gradients sont présents dans la nature. Mais pour qu'il y ait évolution et création et non destruction, le gradient de température positif doit prédominer. Donc vous avez compris, c'est quand on a une température plus élevée ou en dessous de 4 degrés et la température se dirige vers les 4 degrés. Et donc toujours dans ce livre, Cloner le Christ,
À un moment, c'est écrit l'ADN se conserve à 4 degrés sous forme lyophilisée qu'on réhydrate lors des manipulations. On parle d'ADN, de clonage, tout ça. Alors, à vérifier, parce que moi, après, j'ai été vérifié sur Internet, on parle d'une conservation de l'ADN à -20, -80 degrés. Bon, apparemment, c'est plus froid. Mais là, c'est un gars, un scientifique, qui dit ça à l'auteur à un moment. J'avais noté ça, encore les 4 degrés qui reviennent, hein, tu vois. Alors, ensuite, on nous parle des rivières. Parce que Victor, il s'est beaucoup intéressé aux rivières, l'ingénierie de l'eau et tout ça, comment ça s'écoule, etc. Alors, pour réguler une rivière naturellement, il est impératif de tenir compte des gradients de température et de conserver le gradient positif. Pour cela, il existe plusieurs moyens. Alors, on peut ombrager la rivière en replantant des arbres. On peut construire des barrages appropriés, comme ça on peut contrôler la température, tu vois. On peut installer des guides de déviation de courant d'eau, créer des vortex longitudinaux refroidissants. Et on peut aussi implanter des corps d'énergie dans le fond de la rivière et ça va créer des vortex. Donc regardez ce petit schéma de truc. Le Neck-Shaped Energy Body. Donc on a un corps d'énergie en forme d'œuf pour la régénération des vortex longitudinaux dans les courants. Vous voyez? Donc, tu peux mettre un truc comme ça en forme d'œuf. Je vais revenir sur la forme de l'œuf, c'est important aussi. Alors, Victor aussi, il avait observé un truc chelou avec des cailloux qui flottent. Ça se passe en plein hiver, lors d'une nuit de pleine lune. Ça commence bien. En fait, il était près d'un bassin sous une cascade et Victor a pu observer des cailloux qui sont remontés à la surface. Des cailloux qui étaient au fond de l'eau et qui sont remontés et qui flottaient. Cailloux qui étaient entourés d'un halo de glace. Et il a remarqué que les cailloux avaient tous une forme d'œuf. Et ceux qui étaient rugueux, irréguliers, qui n'avaient pas une forme d'œuf, eh ben, ils étaient restés au fond. Eux, ils ne remontaient pas. Je vous ai traduit le passage. Il a réalisé que c'était l'effet combiné du froid qui a renforcé les énergies biomagnétiques de lévitation et de la composition métallifère des cailloux eux-mêmes qui étaient responsables de ce phénomène. Ici, le terme métallifère se réfère essentiellement à la silice, le nom du dioxyde de silicium SiO2, qui est abondant dans la croûte terrestre, dans le quartz, le cristal de roche, le silex, le granit, le grès, etc. Et les silicates, qui sont les oxydes de divers métaux, comme le magnésium, le calcium et l'aluminium. Ces pierres métallifères renforcent les énergies dans l'eau courante. Alors on nous dit que la forme de l'œuf, ça renforce le mouvement de l'eau. Bon, ça tombe bien, on était à Pâques, il n'y a pas longtemps, donc on est bien dans le thème. Alors les poissons, il y a une forme d'œuf. Regardez ce schéma, la forme de la truite. Vous voyez que c'est écrit que la truite... ça dérive de la combinaison de 3 œufs. Donc, vous voyez, le side view, c'est la vue de côté, top view, c'est la vue du haut, et end view, bah, c'est la vue de face, où on voit sa face, là. La petite truite. Voilà. Et donc, à la page précédente, on voit de stationary trout. Bon, là, ça explique pourquoi la truite, elle arrive à rester stationnaire à contre-courant, etc. Parce que Victor, il s'était pas mal interrogé là-dessus. Donc, si vous comprenez l'anglais, vous pouvez traduire le petit texte en dessous. Voilà, vous voyez les courants qu'il y a autour de cette truite et qui arrive à la laisser comme ça, stationnaire, quoi. Une zone de pression neutre, zone of neutral pressure. C'est ça que ça veut dire. Bon, alors je vous ai parlé des inventions de Victor au début. Donc les plus connues sont les rigoles pour transporter les bûches de bois.
Donc je vous mets les photos, vous voyez, quand il a construit et tout ça. Alors on voit que le truc là, la rigole egg-shaped form, hein, c'est en forme d'œuf. Ça suit les contours de la vallée, etc. etc. Sur l'autre page, vous voyez les détails un petit peu. En fait, il explique qu'il avait mis des petites lamelles sur le bord de la rigole pour que ça induise, ça puisse transporter les bûches de bois et tout ça. Bref, c'est tout un truc, quoi, hein, tout un micmac. Alors, il utilisait l'eau froide, hein. Donc l'eau devait être constamment refroidie, en fait. Ils expliquent ça. Et Victor a observé que les bûches de bois allaient plus vite durant la nuit quand il faisait plus froid. Et on apprend dans le livre que les ancêtres, ils transportaient toujours le bois sur l'eau durant les nuits froides de la pleine lune en hiver, lorsque la densité de l'eau était la plus grande. Donc là, je vous renvoie à une de mes vidéos sur la Terre plate. On est sur Odyssée, on a le droit de dire Terre plate ici, c'est bien. Terre plate, Terre plate, Terre plate. Trop cool. Pas me faire censurer comme sur YouTube. Bon, ouais, je vous avais parlé de ça. Alors, il me semble que c'était Terre plate partie 1, dans le livre de Samuel Burley Robotham. Et le gars, vous vous souvenez, il comparait les rayonnements du soleil et de la lune. Et je vous avais dit que le rayonnement de la lune était un rayonnement froid, hein, c'est une lumière froide en fait. Donc quand c'est la pleine lune, bah, ça refroidit encore plus, tu vois. Alors, maintenant on va parler de l'eau buvable et de la fluoration artificielle de l'eau. Un petit passage traduit. Il existe deux formes différentes de fluorure, dont l'une est le fluorure de calcium, qui est naturel. Lorsqu'il est présent dans les eaux souterraines ou les puits, il a été observé que les dents de ceux qui boivent cette eau sont bien plus fortes et moins enclines aux caries. L'autre forme, le fluorure de sodium, n'est pas naturel et est un sous-produit toxique de fusion d'aluminium et utilisé dans les insecticides. Le fluorure de sodium se trouve dans les dentifrices. Aïe, 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 aïe. Donc ça crée des dents décolorées, cancer des os, etc. etc. J'en ai déjà parlé dans les vidéos sur les bouquins de Claire Séverac, qu'on avait bien parlé de ça, du fluor, hein, dans les dentifrices. Attention, brossez-vous les dents avec un dentifrice naturel, s'il vous plaît. Alors maintenant, à propos de la machine à produire de l'eau de source, j'ai noté que en fait, il utilise une lampe qui irradie de la vapeur de mercure. Alors le mercure, hein, on en a déjà parlé aussi de ça dans l'architecture énergétique à un moment. Hein. Des trucs, on se demandait s'ils n'utilisaient pas du mercure et tout ça. Bon, bah là, on a peut-être une piste. Alors, il ajoute des sels et des minéraux, des laminés d'argent et d'or aussi. Donc c'est une sacrée machine. Hein. Oh là là, un truc de fou quoi. Alors le froid et l'obscurité sont nécessaires pour produire de l'acide carbonique, qui est la base la plus importante pour produire une eau de source de qualité. Je vais maintenant vous parler de la conservation de l'eau. Alors ça c'était un passage, un chapitre que j'ai adoré. Il nous explique comment bien conserver l'eau en fait. Bon bah vous vous doutez bien que le système actuel avec nos bouteilles en plastoc transparentes, eh ben, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est exposé à la lumière et au chaud. Et l'eau, en fait, elle doit être conservée à la température la plus froide possible et dans l'obscurité, donc tout le contraire en fait. Alors les meilleurs matériaux pour conserver l'eau, ce sont la pierre naturelle, le bois, donc les tonneaux quoi, tu vois, et le terracotta, qui veut dire terre cuite. Bah ouais, alors pourquoi le vin, on le conserve dans des tonneaux de bois et pas l'eau? Est-ce que ça veut dire qu'il vaut mieux boire du vin plutôt que de l'eau? C'est quoi ce délire? Bah ouais, hein, pourquoi pas l'eau, du coup? Et alors il explique que la forme du contenant doit se rapprocher le plus de l'œuf.
Ah ouais, on revient à cette idée de l'œuf, il explique pourquoi et tout ça. Et donc, vous savez bien que on a retrouvé tu sais, tous les artefacts, les objets anciens et tout ça, ben, on retrouve des amphores en terre cuite, hein. Donc, ça se trouve, ils mettaient leur eau là-dedans et tout ça, et ça donne une meilleure conservation en fait. Mm. Donc voilà, donc n'utilisez pas les bouteilles en plastique transparente, chauffées au soleil avec la lumière et tout. Non, 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 non et non. Très mauvais. Voilà. Maintenant, on va parler des arbres et de la nature. Et oui, parce que la nature est bien faite. Regardez cette image qui résume pas mal de choses. Donc vous voyez, on a un arbre et on a plusieurs espèces d'oiseaux. Et donc, chaque oiseau, il va nicher ou se nourrir dans une partie de l'arbre. Voilà. Donc, il y a un véritable partage, hein, entre toutes les espèces d'oiseaux. Donc, la nature est très bien faite. Ils ne vont pas tous se ruer sur la même zone de l'arbre. Chaque espèce a sa petite zone et puis, comme ça, ils ne s'embêtent pas, quoi. Il y a un beau partage. C'est mignon, c'est beau comme image, ça, hein. Donc, je vous montre aussi une autre planche du livre, un autre schéma. The form of the tree in relation to levitative forces. Donc ça, je vais vous lire un passage que j'ai traduit. Ça parle de la forme des arbres, vous l'avez compris. Il apparaît qu'il y a une augmentation de la force de lévitation avec l'altitude. Par exemple, si l'arbre pousse à basse altitude, près de l'équateur, ou est situé dans une zone basse, où la densité atmosphérique est plus grande et le mouvement dynamique en conséquence plus lent, alors s'il n'est pas dans une forêt tropicale, les branches ont tendance à s'étaler plus horizontalement que verticalement. Donc vous voyez là, c'est en bas du dessin. Ces espèces de bois, les feuillus qui vivent plus longtemps, tels que le hêtre, le chêne, l'orme, etc., dont l'espérance de vie se situe entre 200 et 800 ans, en accord avec le champ d'énergie plus dense, moins dynamique et à l'influence plus faible de la spirale énergétique qui monte, entre parenthèses force de lévitation, actifs dans leur environnement de plus basse altitude, ont tendance à être plus robustes. Donc on a des bois plus robustes avec des branches qui s'étalent horizontalement. Ça, c'est dans les basses altitudes, près de l'équateur ou dans les zones basses. Alors, si on se déplace vers des latitudes ou altitudes plus élevées, ou une combinaison des deux, alors les arbres prennent progressivement une forme différente, plus verticale, en accord avec ce chemin énergétique élévateur. Étant donné que les forces de lévitation augmentent vu que la gravité diminue avec l'altitude, plus l'altitude de l'habitat est élevée, moins la densité atmosphérique est importante, et plus la composante dynamique du champ énergétique ambiant augmente, et plus le mouvement dynamique est rapide. Quand la densité atmosphérique est moindre, les formes plus verticales des arbres correspondent au flux montant des forces de lévitation plus rapides. Le bois est plus tendre et les durées de vie des arbres sont plus courtes. Entre parenthèses, pin, sapin, mélèze, épinette, avec une espérance de vie comprise entre 120 et 300 ans. Alors, un autre extrait. Selon les recherches d'un ingénieur en électricité allemand, le docteur Wolfgang Volkeroth, un arbre est un système de communication qui fonctionne à des niveaux bien plus bas en énergie que ceux des émissions à haute fréquence, ondes courtes, utilisées dans nos systèmes de communication dans le monde. Si un arbre, en tant que système de communication, est surchargé de force par des signaux plus forts qui n'étaient pas présents il y a 20 ou 30 ans par exemple, alors son système interne complet de communication et d'organisation devient incohérent. Ce stimulus électromagnétique dissonant artificiel affecte le bon fonctionnement des circuits bioélectriques et biomagnétiques dans les cellules de l'arbre, ce qui entraîne une croissance mal programmée. Et si l'arbre est exposé à des fréquences et des transmissions à ondes ultra courtes sur le long terme, alors il sera détruit. Alors on nous dit que le radar a causé la mort de plein d'arbres en Allemagne et au Canada notamment. Au Canada, c'est avec le Dew Line Defense Early Warning, DEW.
Bon, bah ça, ils l'ont constaté, hein, dès qu'ils ont installé un radar dans une zone, et ben, dans la zone tout autour, les arbres sont morts. Voilà. Alors, attention, si vous réchauffez votre... j'allais dire votre bouffe. Votre alimentation au micro-ondes. Attention, attention. Les fours à micro-ondes domestiques opèrent sur les mêmes longueurs d'onde que le radar. Et oui, et ils ont des effets similaires de désintégration à cause de la chaleur vibratoire qu'ils génèrent dans les molécules de la substance irradiée. Donc s'il vous plaît, le micro-ondes avec grande modération. Moi j'utilise pas de micro-ondes. À un moment j'en avais un. Et en fait, je m'en suis vite débarrassée. Hein. J'ai pas gardé longtemps le truc. Non, pas de micro-ondes chez moi. Bah, tu peux réchauffer au four, hein, ton repas, ou à la poêle. Pourquoi que tu vas chauffer au micro-ondes? C'est juste que ça te prend un petit peu plus de temps, c'est tout. Ça te prend un quart d'heure à réchauffer au lieu de 3 minutes. Et ben tu le mets plus tôt et puis voilà quoi. C'est pas compliqué. Bon. Ben, je sais que des fois on n'a pas le choix, c'est pas facile quand tu es au travail, le midi, machin. Bon. Mais faites-le le moins possible quoi. Hein. Franchement, c'est vraiment pas bon ce truc-là. À éviter. Voilà. Alors, les arbres, vous voyez, on parle d'un système hein, de communication, machin. Oh, j'ai vu une vidéo, elle est géniale. C'est sur YouTube. Rien que le nom de la chaîne, je l'adore. Le nom de la chaîne, c'est Rebel Without a Pause. Donc le mec, c'est un rebelle sans jamais s'arrêter. Il fait pas de pause. Il est rebelle tout le temps. 24 heures sur 24. Alors je pense qu'il est écossais, le gars, parce qu'avec l'accent qu'il a, faut s'accrocher pour le comprendre. Alors je vous mets le lien de cette vidéo dans la description. Je vous mets une petite capture d'écran. Et c'est génial parce qu'il nous montre des alignements d'arbres. Alors je sais plus où c'est, vers l'Asie ou le Moyen-Orient, enfin je sais plus le pays. Et enfin allez voir et bon ça fait une fois, ça fait penser une fois de plus ces fameux circuits imprimés, circuits électroniques, tout ça. Bon, c'est particulier, c'est à voir. Même si vous comprenez pas ce qu'il dit, le mec, c'est très visuel. Hein. Vous comprendrez où il veut en venir. Et il a vu ça sur Google Earth, apparemment. Voilà. Alors, les anneaux de croissance sur les souches d'arbres. Donc on peut vérifier comme ça la santé des arbres en observant les anneaux de croissance. Hein. Quand tu coupes un arbre, tu vois les anneaux. Donc on nous dit que quand les anneaux sont plus rapprochés, c'est quand l'arbre a connu une croissance plus saine. Donc, je vous mets la petite image. Vous voyez un arbre de 33 ans. C'est un arbre franc-maçon. Under various conditions of growth. Donc vous comprenez, hein, sous différentes conditions de croissance. Donc vous voyez que de 0 à 8 ans, c'était pas terrible, il y avait une diminution de la lumière, et les arbres à côté ils grandissaient, mais après de 8 à 26 ans, c'était mieux, tu vois, parce que les anneaux sont plus rapprochés. Healthy natural growth due to increase in shade. Voilà. Et puis après, bah, jusqu'à ces 33 ans, c'était pas sain, parce qu'ils sont hyper éloignés les trucs. Voilà. Vous voyez. On continue avec les arbres et les systèmes de racines. Alors ça, j'ai adoré. Moi qui adore les maths, vous le savez, j'adore les mathématiques. Alors vous savez, quand on dit racine carrée, racine de 9 égale 3, etc. Bon, alors il y a une analogie avec les arbres. C'est pas pour rien qu'on appelle ça racine. Regardez ce schéma merveilleux. Donc en haut on a le monde visible et en bas bah, en dessous c'est l'invisible hein, dans la terre. Donc vous voyez les racines. Donc vous voyez que ça se développe. Alors le premier niveau de racine, bon bah on a racine de 1, c'est 1. Et en dessous, donc on a 3 trucs.
on a racine de 2, racine de 3, racine de 4 qui est écrit. Donc racine de 4 c'est égal à 2. Donc c'est le deuxième niveau, tu vois. Et etc. Et ça descend, donc vous voyez en dessous racine de 5, racine de 6, racine de 7, racine de 8, racine de 9. Ça va jusqu'à racine de 9. La racine de 9 c'est égal à 3. Donc c'est le troisième niveau, tu vois, etc. Et en dessous racine de 16, donc le quatrième niveau. Donc ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, bah, pas exactement, hein, finalement. Bon. Voilà. Alors là, moi ça m'a scotché ce truc. Et des fois je me demandais ouais, pourquoi on appelle ça racine et tout ça. Donc le Victor il a observé vraiment les systèmes de racines, comment ça se développait, planter des graines et tout ça. C'est fou, hein. C'est génial. On en vient maintenant à l'agriculture. Alors, on nous explique qu'il existe deux types d'électromagnétisme. On a le type A, qui est le biomagnétisme et la bioélectricité. Le biomagnétisme étant souvent appelé diamagnétisme. Alors, tout ça, c'est ce qui énergise et anime tous les organismes vivants. Ok ? Les éléments diamagnétiques sont le cuivre, le bismuth et l'hydrogène. Et on a le type B, de l'autre côté, qui lui comprend le ferromagnétisme, appelé couramment magnétisme et électricité. Donc le plus connu entre guillemets, quoi. Ça, c'est ce qui est utilisé dans nos moteurs électriques et les dynamos pour générer l'électricité. Donc des trucs artificiels, quoi. Les éléments ferromagnétiques sont le fer, le cobalt et le nickel. Alors, on nous dit que la Terre ne devrait jamais être travaillée avec des outils en fer ou en acier brut, mais seulement avec des outils faits en bois, en cuivre ou en alliage de cuivre. Donc on nous montre des photos aussi où ils fabriquaient des charrues, des faux et tout ça. Alors, pas en fer, hein, et il dit, la terre, il ne faut jamais qu'elle soit travaillée avec des trucs en fer ou en acier, hein, attention, et c'est bien l'expression utilisée, et under any circumstances, donc jamais, jamais, hein. Donc s'il vous plaît, si vous travaillez la terre, hein, utilisez des trucs en bois ou en cuivre, très 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 important, hein, apparemment. Voilà, c'était le petit point jardinage. Bon, je vais finir avec quelques machines inventées par Victor, hein, pour vous montrer un petit peu des trucs quand même. Alors, si vous voulez fabriquer votre électricité vous-même chez vous, donc voilà le plan. On s'accroche, voilà. Vous avez le Tornado Generator, Home Power Generator, voilà, pour avoir votre électricité chez vous. Bon courage pour fabriquer ça. Alors il disait le Victor que le plus dur c'était entre autres de fabriquer les... Vous voyez ces whirl pipes, ces trucs torsadés là. Ça c'était chaud à faire apparemment. Ouais. Je sais pas c'est quelle matière, si c'était du cuivre ou quoi. Bon. Il y a les numéros des brevets, hein, vous voyez. Comme ça... Vous pouvez vous amuser avec ça. Bon, il y a du boulot, quoi. Et on a aussi les fameuses soucoupes volantes. Il avait fabriqué deux prototypes, apparemment. Donc on a le prototype A en haut et le prototype B en dessous. Voilà. The Flying Saucer. Donc, voilà. Ah, et d'ailleurs, à propos de la machine pour fabriquer votre électricité, il disait que le plus dur, en fait, c'était de l'arrêter. Voilà, parce qu'une fois que ça se met en route, c'est un truc, c'est de la rotation, ça tourne et tout, c'est hyper dangereux, et le plus dur, c'est d'arrêter le zinzin, quoi. Donc, prudence quand même. Oh, je pense qu'il y a des mecs qui ont des... Ça existe, hein, les appareils comme ça, c'est juste que, bon, c'est un petit peu tabou... Faut pas trop en parler parce que voilà quoi, c'est sûr qu'on veut